C'est le Zoom de ce Smart Impact. On parle de précarité étudiante avec Florian Ripper. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur, le directeur général de Studelp. C'est une association que vous avez créée en 2021. Avec quelle idée, quelle mission principale pour Studelp ? Eh ben, le concept de Studelp, finalement, sur le papier, paraît très simple. En fait, on est 3 amis d'enfance à avoir créé le concept de Studelp en pleine sortie de confinement. On a tous les 3 été marqués par les nombreuses files d'attente dans les distributions alimentaires qui étaient de plus en plus composées d'étudiants dans le besoin. Moi, à cette époque-là, je travaillais au sein d'écoles de commerce, donc j'étais au contact régulièrement d'étudiants. Et je me suis rendu compte que plein d'étudiants étaient dans le besoin, mais n'osaient pas forcément en parler, soit par honte, soit par timidité. Donc on a été un peu dans l'action-réaction, on a décidé d'agir et de créer une plateforme de mise en relation entre ces étudiants d'un côté qui sont dans le besoin, qui nécessitaient de l'aide alimentaire, et en face, en fait, des gens comme vous, moi, des familles, des retraités qui avaient envie d'aider, mais qui ne savaient pas trop comment le faire, qui voyaient justement toutes ces files d'attente et qui avaient envie d'aider. Et justement, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne les mettrait pas en relation pour qu'ils puissent leur faire des paniers repas, justement, à hauteur de ce que chacun peut donner. Ça peut être 10 euros, 15 euros, 30 euros par mois. Et en fait, c'est un peu une nouvelle forme de don, puisque aujourd'hui, vous voulez aider une association d'aide alimentaire étudiante, vous allez faire un don financier à une association, vous allez faire du bénévolat au sein de l'association, ce qui est déjà très bien. Mais là, c'est un peu une nouvelle forme de don, puisque on vous met en relation avec un étudiant qui est au plus proche de chez vous, et vous allez pouvoir justement vous rendre compte de la réalité du terrain, mettre 30 euros ou 40 euros par mois, et en fait, savoir où va cet argent concrètement. Et surtout, l'objectif de l'association, ça n'en était pas forcément rendu compte au démarrage, c'est l'aide alimentaire qui est le point d'entrée, mais aussi de pouvoir créer du lien social entre l'étudiant et la personne qui va accompagner. On y reviendra là-dessus et on reprendra un peu en détail comment fonctionne et puis les liens que ça a pu créer. Quelques données un peu générales sur la précarité alimentaire des étudiants. Il y a un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites auprès d'eux. 66% des étudiants français disent sauter plusieurs repas par semaine. 30% d'entre eux se privent d'au moins 4 repas par semaine. Est-ce que cette précarité étudiante alimentaire, elle s'accroît, elle est stable, ou au contraire, est-ce qu'on réussit quand même à la faire diminuer ? Il y a un certain nombre d'actions, d'associations ou d'actions publiques aussi. C'est vrai que quand on a créé l'association, justement, c'était en sortie de confinement, donc on s'était dit l'association sera certainement éphémère puisque les étudiants n'auront plus forcément besoin de nous au bout de 2-3 ans, mais je pense qu'au contraire, le confinement et la médiatisation qu'il y a eu, justement, a montré qu'il y avait une réelle problématique pour les étudiants. Je pense que les étudiants aussi ont moins de mal aujourd'hui à s'exprimer, à justement parler de leurs problématiques rencontrées au quotidien. C'est un peu moins un tabou, je pense. Je pense. Et il y a l'aide alimentaire, mais il y a le logement. On est sur aussi tout ce qui est santé mentale, qui est la grande cause nationale de l'État, encore une fois, cette année. Donc je pense que ça a vraiment révélé au grand jour, justement, toutes ces problématiques-là qui sont rencontrées par les étudiants. Nous, à l'époque, c'est vrai qu'on recevait déjà beaucoup de demandes d'étudiants. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'aller faire de la sensibilisation. On le fait toujours, mais dans les écoles, universités, parce que les demandes viennent naturellement d'étudiants. On a reçu plus de 4000 demandes d'étudiants depuis le mois de septembre, et ça dans toute la France. C'est beaucoup plus que l'an dernier, C'est beaucoup plus que l'an dernier, et c'est des demandes, je pense aussi, surtout, qui sont de plus en plus urgentes. À l'époque, c'était uniquement sur de l'aide alimentaire. Aujourd'hui, on a des étudiants qui nous demandent des vêtements chauds parce qu'ils sont dans des situations très compliquées. On a un étudiant qui était bénévole chez nous, qui dormait dehors. Enfin, on a des situations, je pense, qui sont de plus en plus critiques aujourd'hui pour les étudiants. Et heureusement, il y a des assos comme nous, il y a beaucoup d'associations qui font des distributions alimentaires. Et heureusement qu'elles sont là, puisque les étudiants sont vraiment dépendants de ces assos. Est-ce que là, on est en pleine incertitude budgétaire, est-ce que vous en voyez les effets directement ? Pour les associations, nous, on en parlait juste avant, justement, on n'est pas trop touché par les baisses de subventions publiques, puisqu'on n'a jamais été dépendant en fait, des subventions publiques. Notre stratégie, ça a toujours été d'aller voir des fondations d'entreprises ou des entreprises privées. On a la chance d'avoir une grosse communauté de gens qui sont engagés, qui font des courses régulièrement pour les étudiants. C'est plus de 10 000 personnes depuis 2021. Et c'est beaucoup de personnes qui sont engagées dans des entreprises, donc de fil en aiguille, qui n'hésitent pas à en parler à leur fondation, à leur directeur, d'organiser des journées de solidarité. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais été dépendant des subventions publiques aujourd'hui, donc on n'est pas trop touché par tout ça, mais il y a des associations comme Linky, comme On Remplit le Frigo, qui sont complètement touchées par la baisse des subventions publiques et qui vont devoir justement réduire la cadence et réduire le nombre de distributions alimentaires qui sont faites pour les étudiants, et pas qu'à Paris, ça c'est vraiment dans toute la France. Alors si on reste dans le constat, c'est Linky qui donne cette information sur le budget des étudiants français. 78% des étudiants vivent avec moins de 100 euros par mois après le paiement du loyer et des charges. Et là aussi, si je reste sur l'alimentation, ça a des conséquences directes sur ce qu'ils peuvent manger finalement. Ou les carences alimentaires qui sont liées à ces difficultés budgétaires. Complètement, et on le voit puisque nous, les
les personnes qu'on met en relation avec les étudiants, on demande aux étudiants, lorsqu'ils s'inscrivent, d'envoyer une liste de produits dont ils ont besoin de première nécessité. Et très souvent, ils n'osent pas nous demander du thon, du poisson, de la viande, des produits d'hygiène qui coûtent peut-être un petit peu plus cher. Et les produits de base qu'ils nous demandent, c'est du riz, des pâtes. Et on a des étudiants qui mangent que ça toute la journée. Ils nous demandent des pâtes et de la sauce pour pouvoir manger. Donc c'est vrai que nous, on essaie aussi de les éduquer justement sur le bien manger. Linky le fait aussi beaucoup, Copain, etc. De pouvoir donner des fruits et légumes, de pouvoir aussi leur proposer des recettes. Parfois, les étudiants ont aussi besoin, je pense, d'être sensibilisés, d'être éduqués là-dessus. Nous, c'est dans ce sens-là aussi que les gens qui aident régulièrement les étudiants par des courses essaient aussi de cuisiner avec eux parfois, de les accueillir chez eux, de pouvoir leur proposer des recettes un petit peu différenciantes que de manger des pâtes tous les jours ou du riz. Mais c'est clair que c'est très compliqué. Et aujourd'hui, les étudiants sont obligés de travailler, d'avoir plusieurs jobs étudiants. Enfin, ils rencontrent des problématiques qui sont vraiment assez catastrophiques, et notamment les étudiants internationaux aussi, qui sont, je pense, aujourd'hui le plus touchés par la précarité étudiante. On a quand même plus de 70% de nos bénéficiaires qui sont des étudiants internationaux, qui sont hors scope des aides qui sont proposées par l'État et qui, eux, pour le coup, se retrouvent dans des situations catastrophiques. Alors, vous essayez, on l'a un peu évoqué rapidement tout à l'heure, mais d'aller au-delà du simple, et c'est déjà très bien, mais du simple don alimentaire. Ça veut dire quoi ? Concrètement, c'est un concept qui est basé sur l'engagement citoyen. Donc, vous, demain, à votre échelle, vous vous inscrivez, vous voulez aider un étudiant dans le besoin. On vous met en relation avec un étudiant qui est au plus proche de chez vous. Vous allez pouvoir l'accompagner par des courses 3 mois, 6 mois ou durant toute une scolarité. Et l'objectif surtout, c'est pouvoir créer du lien social avec cet étudiant. Et on a des milliers et des milliers de belles histoires qui se sont créées entre des étudiants et des particuliers qui ont accompagné ces mêmes étudiants. On en a même aujourd'hui qui pilotent nos antennes. À Lyon, par exemple, c'est un binôme étudiant-parrain qui pilote l'antenne ensemble. Sur Aix-en-Provence, c'est François, qui est un ancien donateur, qui a voulu aller plus loin dans l'initiative pour pouvoir justement créer une antenne et développer tout ça avec des distributions alimentaires et autres. Donc on a des milliers et des milliers de belles histoires qui se sont créées. On s'en était pas forcément rendu compte au démarrage. Et je me souviens, le premier mail qu'on a reçu, c'est une petite mamie qui était à Amiens, qui nous a écrit 15-20 lignes en nous disant « Mais vous vous rendez pas compte, au-delà de l'aspect alimentaire, ils me considèrent aujourd'hui comme leur mamie, on se voit régulièrement. Les étudiants sont plus forcément dans le besoin, mais on se voit quand même parce qu'on a créé du lien. Souvent intergénérationnel exactement, aussi, évidemment, aussi. Et avec des personnes âgées qui peuvent être elles aussi confrontées à un isolement. Donc, et on avait un peu peur parce qu'on se disait, et c'est souvent la remarque qu'on nous faisait quand on s'est créé, c'est on est en sortie de confinement, les gens ont envie d'aider, mais peut-être que dans 2-3 ans, vous aurez beaucoup moins de gens qui sont prêts à aider. Et en fait, chaque année, on est complètement surpris parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens veulent aider, mais nous connaissent pas justement, ou ont envie de trouver une nouvelle forme de don, comme je vous disais tout à l'heure. Et c'est ce qu'on propose avec Studhelp, c'est de vivre une expérience humaine. Justement, vous parlez de mentoring social. C'est ce qu'on vient de décrire ou c'est encore autre chose ? Je pense que ça va même au-delà, puisque très souvent, l'aide alimentaire, encore une fois, c'est le point d'entrée. Derrière, il y a la création de liens sociaux. Et en fin de parcours, en fait, il y a aussi le mentorat, justement, de pouvoir aider ces étudiants. La plupart qui se retrouvent dans des situations critiques ont besoin de trouver un stage, une alternance, un job étudiant. Ils ont besoin aussi de correction sur le CV, la lettre de motivation, ou ne serait-ce justement d'être motivé ou surmotivé par une personne qui va pouvoir l'aider dans ses recherches. Et très souvent, justement, ça se transforme en mentorat, puisque indirectement, c'est beaucoup de gens qui sont cadres ou salariés dans des entreprises et qui décident d'eux-mêmes, justement, même parfois de recruter des étudiants en stage ou autres qu'ils ont en parrain régulièrement toute l'année. Donc très souvent, ça peut se transformer en mentorat. Ouais, alors pendant ces fêtes de fin d'année, vous avez organisé une période, c'est une période spéciale. Donc qu'est-ce que vous avez organisé et comment ça s'est passé ? En fait, on a toujours été dans l'action-réaction. Donc chaque année, on fait un observatoire auprès de nos bénéficiaires. On essaie de comprendre toutes les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Et en fait, l'année passée, on s'est rendu compte que je crois que c'était plus de 70% de nos bénéficiaires avaient passé les fêtes de fin d'année seuls, soit parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans leur famille, le billet était trop cher, ou parce que c'était des étudiants étrangers qui se retrouvaient tout seuls. Donc on savait qu'on avait une grosse communauté de gens qui étaient engagés et prêts à aider ces étudiants, ne serait-ce que par des courses toute l'année. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas le même concept, mais de manière un peu plus éphémère, justement sur les fêtes de fin d'année, en mettant en relation un étudiant et une famille qui voudrait accueillir un étudiant. Ça pouvait être entre le 22 décembre et le 3 janvier, donc sur Noël, sur le Nouvel An et autres. On l'a fait pour la première année, donc l'année passée. On avait fait plus de 500 à 600 repas dans toute la France. On a une dame qui avait accueilli 7 étudiants le 31 au soir, de nationalités différentes qui ne se connaissaient pas. Et cette année, on a musclé un peu le dispositif. On a fait plus de 1000 repas dans toute la France. Et encore une fois, on a plein de belles histoires qui se sont créées. On a eu une raclette party avec des étudiants. On a une dame qui a fait visiter Montmartre à 2 étudiants en leur proposant un repas le midi. Cette même dame qui avait accueilli 7 étudiants l'année passée de nationalités différentes, elle a remis le couvert cette année en accueillant 4 étudiants pour Noël cette fois-ci. Donc on a plein de gens justement
qui connaissaient l'association mais qui n'osaient pas trop s'engager. Et le fait de lancer ça durant les fêtes de fin d'année, c'était une manière aussi de leur dire découvrez un peu la réalité terrain avec les étudiants. Et ce qui est beau, c'est qu'on a plein de gens qui continuent à aider les étudiants après les fêtes de fin d'année par des courses justement tout au long de l'année. Merci beaucoup Florian Ripert et à bientôt sur Merci beaucoup. Be-Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact avec la directrice générale adjointe de la foncière INEA. Le bâtiment fait sa mue.